Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous accueillir dans ce LinkedIn Live dédié au digital au service du bien commun. On dit parfois que tech et bien commun ne font pas bon ménage, mais les esprits évoluent et notamment la crise du Covid a pu mettre en exergue à quel point le digital bien maîtrisé peut apporter du lien et des solutions concrètes à nos problèmes de société. Le digital transforme aussi la société dans son ensemble, avec plus de collaboration, un rapport à la politique et aux autres différents. Et aujourd'hui, les associations doivent s'adapter à cette nouvelle donne si elles veulent mener à bien leur mission dans un cadre qui a changé. De plus en plus d'associations, d'ailleurs, intègrent le digital dans leur manière de fonctionner et de donner des services à leurs bénéficiaires. Mais on en a aussi qui peuvent se sentir un petit peu perdus face à la tâche qui se trouve devant elles. On a donc décidé de réunir aujourd'hui 3 acteurs pour nous aider à y voir plus clair. La Fondation Devoteam, qui accompagne en mécénat de compétences les associations pour les aider à réaliser leur transformation digitale. La Fondation Alpha Omega, qui accompagne de manière holistique des associations dans le monde de l'éducation. Et la FEV, une association qui a bénéficié de l'accompagnement de ces 2 fondations et qui vise à faire de la jeunesse le premier acteur de lutte contre les inégalités, notamment à travers le mentorat. Nous aurons 2 panels pour étudier la question. Et pour ce premier panel, je suis ravie d'accueillir Christophe Paris, qui est directeur général de la FEV. Bonjour. Elisabeth Elkrief, qui est directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Bonjour. Et Stanislas de Bensman, qui est co-CEO du groupe Devoteam et président de la Fondation Devoteam. Bonjour Magali, bonjour à tous. Bonjour à tous les 3. Elisabeth, honneur aux dames. La Fondation Alpha Omega accompagne de manière holistique, donc je le disais, des associations dans le domaine de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous expliquer votre mission? Oui, bonjour. Alors donc nous sommes la seule fondation de Venture Philanthropie en France spécialisée dans l'éducation des jeunes issus de milieux modestes et dont l'ambition est d'éradiquer le décrochage scolaire. Donc comment nous y prenons-nous? Premièrement, nous avons étudié le chemin éducatif des élèves qui sont encore à l'école et en grande difficulté scolaire. On parle de 2 millions d'élèves et nous avons repéré des moments clés, charnières, où les risques de décrochage sont énormes. Et c'est à ces moments clés que nous faisons appel à des solutions éducatives complémentaires de l'école et qui sont portées par les plus grandes associations éducatives comme la FEV. Nous avons aussi un deuxième secteur d'activité qui est l'insertion des jeunes qui ont malheureusement décroché et qui représentent 1 million de personnes en France. Et enfin, nous intervenons aussi sur les enseignants pour rajouter de la ressource pédagogique et nous accompagnons par le biais d'une de nos associations 50 000 enseignants. Donc en tout, par le biais de cette association, nous accompagnons 320 000 élèves et 50 000 enseignants. Donc, comment opérons-nous? Le mode d'action, c'est donc la Venture Philanthropie. Donc, nous apportons argent et compétences pour renforcer la structuration des grandes associations, c'est-à-dire les mettre en capacité de massifier leur action. Typiquement, nous intervenons sur la communication, la digitalisation, le marketing, les RH, etc. Donc, c'est là où Devoteam entre en scène. Soit les chantiers que nous menons sont effectués par notre équipe interne de 10 personnes qui intervient sur ces chantiers, soit ces chantiers sont effectués grâce à des mécènes de compétences pro bono extrêmement performants avec qui, pour certains comme Devoteam, nous avons signé des partenariats stratégiques. Et c'est là, encore une fois, que le cas de la FEV est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la FEV est une des plus belles associations que connaître dans le domaine éducatif. Et donc, son objet, c'est d'accompagner des jeunes en difficulté par des étudiants à domicile par un phénomène qui s'appelle le mentorat à domicile et qui représente 10 000 enfants. Donc, vous imaginez bien que ce lien entre toutes ces personnes est majeur. Et dans les premiers audits que l'on a fait avec Devoteam et avec la FEV sur leurs besoins digitaux, eh bien, il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup besoin d'outils collaboratifs. Donc, il y a eu de gros travaux qui ont été menés, mais je laisserai évidemment les spécialistes en parler. Mais ce qui s'est produit, c'est surtout que ça a été magique puisque ça s'est finalisé avant le confinement et que donc la FEV a été totalement en capacité d'agir pendant le confinement.
Un deuxième axe que je voulais peut-être souligner, c'est que nous finançons, nous, sur la durée, ces grandes associations et nous finançons des postes de structuration. Et typiquement, conseillés par Devoteam, nous avons décidé de financer un directeur des systèmes d'information et du digital qui était crucial pour permettre ces opérations technologiques à la FEV. Merci beaucoup, Elisabeth. On parlait de la FEV. Alors, Christophe, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement la FEV ? Oui, bonjour à nouveau à toutes et à tous. La FEV, c'est une association qui mobilise des étudiants dans des actions de solidarité dans les quartiers populaires en France. Et on les mobilise pour lutter contre les inégalités éducatives. On a, pour ce faire, 3 grands programmes d'action, et notamment un programme où un étudiant bénévole, 2 heures par semaine, tout au long de l'année scolaire, sur 1 an, sur 2 ans, va accompagner un enfant ou un jeune en difficulté dans son parcours. Cet accompagnement est souvent au domicile pour être aussi en lien avec les familles. Et ce lien-là de confiance, ce lien-là d'ouverture, ce lien-là d'aide concrète va permettre à l'enfant de reprendre pied dans son parcours, reprendre confiance et se reprojeter dans son parcours scolaire, mais aussi son parcours de vie. Et donc la FEV mobilise aujourd'hui 10 000 étudiants bénévoles auprès de 10 000 enfants en difficulté repérés par les enseignants. Et la FEV est aujourd'hui une structure qui est à la fois une structure nationale, mais aussi très présente sur les territoires, puisqu'on intervient dans 53 agglomérations, 51 en France et 2 en Espagne, et dans plus de 330 quartiers. Et alors, la FEV s'est engagée dans un grand plan de développement rapide. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, on s'est engagé et on a réussi avec d'autres associations. On a avec d'autres associations construit un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat et on a réussi à convaincre l'État qu'on pouvait passer à l'échelle. Et aussi parce qu'on était, voilà, parce qu'on a fait un gros travail notamment avec la Fondation Alpha Omega de structuration, de consolidation. Et donc on était prêt à passer à l'échelle et on a réussi à convaincre l'État qu'on pouvait le faire. Et donc on s'est engagé dans un plan mentorat, un jeune, un mentor. Et la FEV s'est engagé à doubler là pour la rentrée dès la rentrée scolaire 21-22, doubler le nombre d'enfants mentorés et doubler donc le nombre d'étudiants mentors. C'est, pour le résumer d'une formule, c'est réussir à faire en 2 mois ce qu'on a mis 30 ans à faire, c'est-à-dire passer, on a mis 30 ans à arriver à 10 000 mentors et mentorés, et voilà, là l'enjeu c'est de doubler dès cette rentrée scolaire. Et donc derrière, avec le doublement du nombre de mentors et de mentorés, c'est aussi le doublement du nombre de salariés qui s'en occupent, c'est aussi l'engagement de jeunes en service civique de façon plus importante. Donc voilà, c'est l'ensemble de la structure qui est quasiment multiplié par 2. Et alors, quels enjeux un tel développement suppose-t-il ? Parce que j'imagine qu'il faut accompagner cela, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Non, c'est alors grâce, comme je disais tout à l'heure, et puis j'y reviendrai après, grâce à la fondation Alpha Omega, grâce au travail qu'on avait fait en amont avec les équipes de Devoteam, on se sentait nous prêts à passer à l'échelle. Donc c'est aussi un élément important, c'est qu'on n'a pas attendu ce passage à l'échelle pour se transformer. On s'est transformé, ça nous permet de passer à l'échelle. Après, je pense qu'il y a 4 éléments un peu clés sur lesquels on a travaillé. Parce qu'il y a la question de comment on fait plus. Comment on fait plus. Donc il y a plus de salariés qui vont mobiliser plus d'étudiants mentors. Voilà, c'est cette question du volume. Il y a un deuxième élément, c'est faire différemment. C'est-à-dire qu'on ne croit pas au fait de simplement doubler les choses pour faire 2 fois plus. C'est qu'on arrive aussi à des niveaux de seuil qui nous obligent et qui nous incitent à faire différemment pour aussi gagner en performance, en qualité. Parce que quand on double comme ça, l'enjeu est quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est aussi comment on arrive à conjuguer les deux pour que ça puisse être durable. Ça, c'est les 2 éléments, faire plus et faire différemment. Et puis, il y a 2 autres éléments, c'est comment on repense le pilotage de notre structure, avec comment on fait un accompagnement au changement, et aussi on repense comment, oui, un accompagnement au changement à la fois dans la verticalité, c'est-à-dire comment on permet aux équipes de s'inscrire dans ces nouveaux process,
mais aussi un accompagnement au changement dans comment on fait plus transversalité, comment on arrive à faire communiquer mieux les différents pôles, et puis comment on repense dans notre pilotage le reporting de l'activité. Parce que là aussi, quand on s'engage à un plan comme ça avec l'État, il y a un enjeu de reporting et puis de pilotage interne. Puis le dernier élément, c'est donc faire plus, faire différemment, repenser le pilotage, mais aussi quelle solution pour l'externe. C'est pas simplement nous la FEV, c'est aussi la capacité à pouvoir mobiliser les universités pour nous faciliter la mobilisation des étudiants mentors. C'est aussi être en lien avec les écoles, collèges, lycées pour fluidifier l'orientation des enfants et des jeunes qui en ont besoin. Et donc ça appelle de nouveaux outils, notamment numériques, pour mieux gérer aussi avec l'externe ce passage à l'échelle. Alors justement, on parle d'outils numériques. Comment est-ce que la tech a pu justement vous permettre de relever ces défis? Je vais le résumer d'une phrase. Il n'y aurait pas eu la tech, on n'aurait pas fait le plan. Et je leur dirai tout à l'heure sur voilà, comment ça a mis nos équipes aussi dans une capacité à prendre le changement comme un élément possible et souhaitable. Et on avait fait tout un travail avec Devoteam en amont de ce plan. Et je voudrais souligner, pas simplement parce qu'on est avec vous là, mais voilà, en tout cas, ça me permet de le dire qu'on a fait un travail vraiment remarquable avec les équipes de Devoteam, parce que ça a été la capacité avec eux de construire à partir de ce que l'on était, construire avec nous, et construire des solutions qui à la fois nous ressemblent mais nous transforment. Voilà, et ça c'est vraiment remarquable. Et donc concrètement, on avait fait tout un travail, notamment en quatre piliers. C'est comment on trouve des outils pour nous permettre de mieux collaborer. Nous, on est sur 53 agglomérations, 330 quartiers, donc on est sur l'ensemble du territoire. Donc comment on arrive à mieux collaborer ensemble, et tout le travail qu'on a fait sur Google Workspace, et tout ce travail-là, où est-ce qu'on avait des mails partout, on n'avait pas d'outils centralisés pour nous. Ça a été un élément clé. Le deuxième, c'est l'accompagnement au changement, c'est-à-dire une fois que ces outils ont été mis en place, comment on permet par des formations, des animations d'ateliers, que ce soit approprié, et notamment pour ceux qui étaient le plus éloignés. Le troisième élément, c'est comment on anticipe le passage à l'échelle en changeant aussi, en anticipant les infrastructures, notamment en termes de cloud. Et dernier élément, et j'en parlais tout à l'heure, c'est comment on repense et on reconstruit des outils de pilotage et des tableaux de bord pour pouvoir piloter ce changement. Et c'est voilà les quatre piliers forts du travail qui a été fait concrètement avec nos équipes et Devoteam. Alors, je crois que vous avez vécu un crash test l'an passé, comme beaucoup d'entreprises et associations au moment de la pandémie. Vous voulez nous en dire un mot ? Oui, je veux bien. On a nous subi un double crash test. Il y a eu le confinement, et puis après il y a eu le plan de développement dont on parlait. C'est là l'idée de passer de 10 000 étudiants mentors à 20 000, et de 10 000 enfants mentorés à 20 000 enfants mentorés. C'est un double crash test, et là votre soutien a été extrêmement important, parce que tout le travail que je décrivais tout à l'heure et les quatre éléments, les quatre axes qu'on a travaillé avec vous, ont été faits en amont, juste avant le confinement. Donc, à la fois, on est arrivé dans le confinement, on avait déjà les outils. Alors, ça a accéléré le changement. Ça veut dire que ça, forcément, tous ces changements, tous ces outils collaboratifs ont été tout de suite activés. Donc, ça nous a fait gagner du temps, mais ça nous a aussi... le travail qu'on a fait avec vous est à la fois un travail technique, mais c'est aussi une capacité à aborder différemment le changement. C'est-à-dire que les outils techniques que vous nous avez apportés nous ont permis d'être assurés d'avoir les bons outils et rassurés dans ce rapport au changement. Et quand le confinement est arrivé, on se sentait suffisamment sécurisé pour tout de suite l'aborder,
non pas simplement en défensif, mais tout de suite imaginer des solutions. Et donc très vite, on a développé un programme qui s'appelait On garde le lien, qui est un programme qui a été vraiment extrêmement important, comment on gardait le lien avec les enfants des quartiers qui étaient en confinement, qui n'avaient pas toujours du matériel chez eux. Et donc, on a lancé une grande opération. On garde le lien pour passer tout l'accompagnement et le mentorat qu'on avait en présentiel, le passer en distanciel. Et tout ce changement-là, on l'a fait en 10 jours. Et quasiment 60% des binômes étudiants-enfants ont été maintenus à distance. C'est aussi parce qu'on avait les outils, mais on avait ce rapport au changement sécurisé grâce au travail fait avec vous. Et donc, le fait qu'on ait gardé le lien, qu'on l'ait fait savoir, ça a beaucoup impressionné les pouvoirs publics. Et je suis pas sûr je suis même sûr que d'avoir réussi à convaincre l'État de s'engager avec nous sur un grand plan mentorat, c'est aussi lié à notre capacité à avoir été présent dans ce moment-là et d'avoir montré une capacité d'agilité, mais aussi de performance. Et donc le deuxième effet, le deuxième crash test avec le développement du plan mentorat et aussi voilà le résultat de ça et on a proposé à l'État un x2 parce que pareil on sentait que on avait voilà les outils, le process et tout le travail aussi qu'on avait fait avec la fondation sur tout ce qui est process et évolution de notre fonctionnement. Voilà, on se sentait en capacité de pouvoir arriver à cet objectif de doublement. Ok, donc la tech est aujourd'hui indispensable à votre activité. Ah bah oui, c'est totalement indispensable. Nous, on a tout le process, on l'a numérisé pour permettre. On a nous à la FEF des salariés qui mobilisent les étudiants, font le contact avec les écoles, font le contact avec les familles, mettent après en contact un étudiant et un enfant en le choisissant, mettent en place ces binômes, et puis font le suivi, la formation des étudiants, l'évaluation d'impact, le reporting aux enseignants. Tout ce processus-là, on l'a numérisé, et on continue à le numériser. Par exemple, là, on vient de lancer toute une plateforme pour pouvoir faciliter avec un chatbot le contact automatique des étudiants après leur séance pour voir comment ça s'est passé. Donc, on est en train de développer tout un tas d'outils à tous les moments de la mise en place de ces binômes pour non pas remplacer le travail de nos salariés, bien au contraire, c'est leur permettre de faire plus et de faire mieux en déléguant un certain nombre de tâches automatiques, un certain nombre de process qui peuvent être faits oui, automatiquement. Et donc, de la mobilisation des étudiants, qui se fait maintenant beaucoup via le numérique. L'inscription des enfants se fait maintenant aussi via les écoles, par le numérique. On est en train de travailler aussi à faciliter le matching entre étudiants et enfants. Et puis, je pourrais vous décrire le processus jusqu'à la fin et jusqu'à l'évaluation de à la fois l'impact pour l'enfant, mais aussi l'impact pour l'étudiant, parce que on a aussi démontré que un étudiant qui s'engage à la FEV apporte beaucoup à l'enfant suivi, mais il apprend aussi, lui, beaucoup. Et on a maintenant les universités qui reconnaissent les compétences acquises par les étudiants bénévoles de la FEF pendant leur année où ils font du mentorat. Là, on est en plein dans les soft skills, les compétences du 21e siècle, de l'adaptation, etc. Et donc, on a mis en place là encore un outil numérique pour permettre à l'étudiant de bien auto-évaluer les compétences acquises et faciliter la reconnaissance de ces compétences par les universités. Voilà. Donc l'ensemble de la chaîne est aujourd'hui automatisé et c'est pour ça qu'on permet. Et le numérique, comme je disais tout à l'heure, et pour finir là-dessus, à la fois apporte des solutions techniques, mais aussi rassure et sécurise les salariés pour leur permettre de penser le changement même au-delà de la question numérique. C'est à la fois un outil de réponse concrète, ça me permet de démontrer que oui, on peut changer, que ce changement-là, facilite les choses et que donc on peut faire plus, mais ça aussi, ça permet d'un autre rapport au changement et ça permet d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus performant globalement. Merci Christophe. Alors la tech au service des personnes, ça me fait une transition toute trouvée vers Stanislas. Vous accompagnez à travers la Fondation Devoteam des associations justement pour les aider à tirer parti du numérique. Comment est-ce que vous avez imaginé ce type d'accompagnement ?
Alors, d'abord, moi, je voudrais profiter de ce moment pour dire toute mon admiration et remercier tous les bénévoles et tous les permanents de ces associations qu'on accompagne, parce que les chiffres que vous avez présentés, tant Elisabeth que Christophe, à Alpha Omega ou la FEV, sont très impressionnants. On parle de millions d'enfants, on parle de dizaines de milliers d'accompagnements. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, du point de vue de Devoteam et de sa volonté de faire de la technologie quelque chose de vraiment positif, on est très impressionné. Et voilà, j'en profite. Et puis, bien sûr, je voudrais aussi remercier et féliciter les collaborateurs de Devoteam qui, dans cette mission ou dans beaucoup d'autres, apportent leur expertise pour développer ces beaux programmes, ces programmes qui nous enthousiasment, parce qu'on sait qu'il y a tellement de besoins, tellement de demandes que voir ces associations fonctionner, c'est quand même tout à fait enthousiasmant. Alors, pour ce qui est de Devoteam, donc, en fait, on a développé en termes de vision pour l'entreprise l'idée qu'il fallait qu'on mette la tech au service du bien commun, au service de l'homme, que la technologie était un outil fantastiquement puissant et qu'on a facilement tendance à penser qu'il est utilisé plutôt dans des situations négatives, alors même que nous, on veut promouvoir une idée positive de la technologie et montrer à quel point c'est un outil majeur pour améliorer la situation et solutionner les grands problèmes qui se posent à nous. Alors, ça, c'est la vision Tech for People, Unlock the Future, hein, c'est ce qu'on est à l'entreprise internationale, hein, donc on développe notre vision dans de nombreux pays et on le fait donc en anglais, mais voilà, c'est la tech au service du bien commun et ça, je crois que c'est formidable et on a développé la fondation pour porter cette capacité de transformation à un maximum d'associations, d'ONG. Et c'est vrai qu'avec, par exemple, Alpha Omega, on a trouvé un partenaire assez exceptionnel puisque l'efficacité pour trouver des projets, alors principalement dans l'éducation, parce que c'est aussi un de nos objectifs de nous positionner dans cet univers-là, mais avec Alpha Omega, on a trouvé un partenaire qui sélectionne et qui trouve les associations à plus fort impact. Et c'est vrai qu'en se mettant dans cet écosystème, on a un maximum d'efficacité dans nos interventions. Alors, comment justement intervient la Fondation Devoteam de manière concrète ? Alors, en fait, bien, vous savez, donc notre métier, c'est de faire la transformation digitale pour les grandes organisations, pour les entreprises en développement rapide, pour les gouvernements également. Ça, c'est le métier de Devoteam, c'est sa mission, c'est d'aider les entreprises à se transformer pour être des acteurs gagnants dans cette immense transformation. Et on a décidé qu'avec la fondation Devoteam, on mettrait ce savoir-faire-là à disposition d'ONG, d'associations qui veulent, on le disait tout à l'heure, passer à l'échelle, c'est-à-dire qui veulent utiliser la technologie pour augmenter leur impact social dans leur univers. Et on a un succès majeur, puisque vous voyez, on est après, simplement c'est des chiffres français uniquement, mais uniquement en France, l'année dernière, on a engagé avec plus de 35 associations des programmes. On a eu 200 collaborateurs qui se sont investis pour 1700 jours offerts, 1700 jours de travail d'ingénieurs et de consultants offerts pour atteindre des objectifs qui sont les objectifs ambitieux que se donnent des associations ambitieuses. Voilà, c'est évidemment une étape dans le développement de la Fondation Devoteam, parce qu'on a aussi la volonté de faire
chaque année plus, hein, Devoteam est une entreprise qui grandit, donc elle augmente ses moyens et l'association et la fondation sera de plus en plus ambitieuse pour apporter une petite contribution par rapport à l'immense besoin qu'on peut voir partout. Mais en tout cas, c'est passionnant, je pense, pour les collaborateurs qui nous le disent. Hein, ils sont et puis on verra les témoignages après, qui nous le disent. Et puis, certainement aussi pour les gens qui reçoivent, qui sont aidés par ces associations. Et c'est formidable de pouvoir contribuer à notre place à ce développement. Un grand merci à tous les trois. Alors justement, dans la deuxième partie de notre live, je vous propose de voir comment cet accompagnement coordonné s'est concrétisé à la FEV, et on recevra le chef de projet digital de la FEV ainsi que 2 consultants de Devoteam qui ont pu travailler auprès d'eux. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec nos invités. Rebonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de ce live dédié au digital, au service du bien commun. Nous allons à présent entrer concrètement dans la transformation digitale de la FEV. Et pour cela, je vais accueillir 3 nouveaux intervenants. Benoît Dussault, qui est chef de projet digital à la FEV, Hubert Delangotier et Alain Rossi, qui sont tous les 2 consultants chez Devoteam Management Consulting et qui sont intervenus à différentes étapes de la roadmap digitale de la FEV. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Benoît, je vais commencer par vous. Christophe nous a parlé de la stratégie globale de la FEV et de la nécessité de monter la bonne stratégie digitale pour accompagner votre développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les chantiers qui s'ouvraient devant vous ? En effet, pour soutenir le développement de la structure, du coup, il a fallu établir une bonne stratégie digitale. La première étape, en fait, a été de faire un état des lieux auprès des différentes directions à la FEV, vraiment dans l'idée d'identifier la maturité digitale de la structure. À la suite, en fait, de cet état des lieux, du coup, il a fallu prioriser, en fait, une feuille de route au regard de la criticité des enjeux auxquels il fallait qu'on réponde. L'objectif a été en fait globalement de construire un socle solide pour un passage à l'échelle de la structure à travers 4 chantiers structurants, notamment l'amélioration en fait des outils qu'utilisent les employés et les bénévoles au quotidien. On pourrait parler par exemple du matériel qu'ils utilisent, mais aussi des outils numériques. On a par exemple un chatbot pour nos bénévoles pour qu'ils puissent communiquer avec nous. On a travaillé aussi la question de la collaboration entre les équipes. C'était un sujet très important. On a aussi travaillé la question du reporting, parce qu'on avait un vrai besoin en fait d'un outil de reporting pour que les équipes locales et nationales puissent avoir des indicateurs et qui puissent piloter l'activité au quotidien. Et notre dernier grand chantier, ça a été le sujet de l'infrastructure. Donc, il fallait en fait passer à l'échelle notre infrastructure. Et du coup, on a utilisé des solutions cloud pour ce sujet-là qu'on a travaillé, voilà, pour justement permettre ce passage à l'échelle. Et du coup, dans cette feuille de route, il a fallu mettre des objectifs entre guillemets atteignables, donc avec des deadlines qu'on pouvait respecter en priorisant ces différents chantiers. Merci Hubert. Vous avez accompagné la FEV sur ces chantiers pendant plusieurs mois. Opérationnellement, comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Alors, quand j'ai commencé, Benoît n'était pas encore arrivé. Et autant la FEV avait une vision très très claire des bénéfices qu'elle allait tirer du digital, autant elle n'avait pas beaucoup de conviction sur la façon de le mettre en œuvre. Donc, on a un petit peu réfléchi, on a décidé de partir de l'expérience employée. Et donc, on a monté des ateliers où on a fait s'exprimer un peu tout le monde. Et assez vite, le besoin qui a émergé était évident. C'était, si je veux reformuler ou rephraser, c'était je ne sais pas où trouver l'information, je me mélange entre mes mails et les pièces jointes et je fais des erreurs. C'était, j'ai encore beaucoup de papier pour gérer mes volontaires. Et on a très très vite focalisé sur les outils du quotidien. Et après, il y avait une deuxième question qui est apparue aussi, c'était, un, il va falloir que je fasse un effort pour changer d'outil, et deux, est-ce que ça va vraiment m'apporter des choses nouvelles? Donc, on a monté un deuxième atelier qui consistait, on avait pris la suite Google, à regarder si c'était facile d'emploi et surtout à regarder qu'est-ce que ça pouvait apporter comme nouveauté. Et j'ai un très bon souvenir parce que c'était très marrant quand ils ont
tous commencé à découvrir ce que ça pouvait être de la coédition, où on voit le curseur du voisin à côté du sien, et on peut aller évidemment beaucoup plus vite. Donc ça a emporté l'adhésion. Donc là, on avait l'accord de la base. Ensuite, il fallait quand même que la partie managériale décide l'aventure. Donc ça s'est fait dans un troisième temps, qui était fin août, lors de la convention nationale, où on a présenté le projet qui est remonté de ce qu'on avait vu sur le terrain. Alors évidemment, ça a été un peu challengé, mais pas plus qu'il ne faut, et l'affaire s'est lancée. Et donc le projet était validé fin août, donc c'était assez rapide. Après, il restait une petite queue de chantier qui n'était pas très compliquée, qui consistait à décider avec lequel des outils nous allions aller. Alors, il y en avait deux qui étaient très très proches technologiquement. En revanche, les conditions financières proposées par Google étaient sans commune mesure, puisque c'est tout du gratuit, et donc le choix Google a été assez rapide aussi. Voilà, et puis après, Benoît l'a raconté, il va raconter la suite. Oui, en effet, Benoît, parce que c'est à ce moment-là que vous êtes arrivé. Tout à fait. Je suis arrivé, alors plus précisément en octobre 2019. Pour la petite anecdote, le premier jour où je suis arrivé à la FEV, donc j'ai été directement accueilli par Hubert, qui m'a vraiment bien onboardé sur tout le travail qu'il avait déjà accompli. Et du coup, il m'avait aussi expliqué à cette époque, voilà, tout ce qui s'était passé, les ateliers qu'il avait menés, etc., etc. Et donc à l'issue, on a vraiment très rapidement entamé le chantier de mise en place de la solution Google Workspace. Du coup, d'octobre à décembre 2019, ça a été toute la période où on a construit une architecture de partage pour les documents, et c'était vraiment en rupture totale avec l'existant sur la question de la collaboration, avec notamment les drives partagés. Donc ça nous permet en fait, et encore de nos jours, de pouvoir justement stocker des documents, de pouvoir coéditer ces documents-là et de faciliter le partage entre tous les salariés de la FEV. Ensuite, on a configuré et on a déployé techniquement la solution jusqu'à fin décembre 2019. Et de janvier à février 2020, du coup début d'année 2020, on a mis à disposition la solution pour les plus intéressés, ceux qui avaient vraiment envie d'essayer de s'y mettre. Et en parallèle, il a fallu entamer une grande phase d'accompagnement au changement, notamment en documentant, mais aussi en animant des formations à tous les salariés. Donc ça a été un vrai sujet aussi jusqu'à février 2020. Et mars 2020, la crise du Covid a vraiment tout accéléré sur le sujet de la collaboration, parce qu'en fait, la nécessité d'utiliser ces outils collaboratifs était vraiment devenue impérieuse. Et bien que la période était difficile pour tout le monde, hein, c'est sûr qu'il a fallu bouger toutes nos habitudes. Cette crise a été vraiment une opportunité pour accélérer notre transformation digitale. Hubert le disait juste avant, aujourd'hui en fait à la FEV, plus personne ne pourrait se passer de Google Agenda pour gérer les rendez-vous, de Google Meet pour faire les visios, et puis surtout la coédition aussi de documents qui nous permet de faire des bilans, des rapports hyper rapidement à plusieurs, et c'est vrai que ça a été très bénéfique pour la structure. Donc la collaboration grâce au digital vous a permis d'atténuer les effets de la crise. Vous nous parliez tout à l'heure de plusieurs chantiers pour construire le socle. Vous avez dû mener ces chantiers justement pendant le confinement, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons travaillé en fait avec Hubert donc pendant la période de confinement sur le fameux outil de reporting dont j'ai parlé juste avant pour les équipes locales et nationales. Donc en fait on a vraiment travaillé la question de la faisabilité technique tout d'abord. Ça a été un petit challenge technologique. On a du coup fait le choix d'utiliser Google Data Studio pour cet outil. On a aussi utilisé Google BigQuery qui nous permet aussi d'analyser en fait un gros volume de données. Donc la faisabilité technique, c'est bien, ça a été assez simple d'identifier ces éléments-là. La mise en place a été un peu plus longue. Et en fait, la mise en place a été un peu plus longue parce qu'il y avait un vrai travail à faire pour identifier tous les indicateurs qui sont nécessaires en fait pour les différents métiers et qui leur permettent du coup de piloter leurs actions. Et en ayant bien identifié ces indicateurs, ça nous a facilité le travail pour construire des tableaux de bord qui répondent en fait aux besoins des salariés au quotidien.
Et en parallèle de ce chantier qu'on a mené, j'ai aussi travaillé avec l'équipe Devoteam sur un audit de l'infrastructure existante de la FEV pour identifier en fait les opportunités qu'on pouvait avoir pour assurer un passage à l'échelle. Et donc c'est là qu'on a pu identifier que les solutions cloud étaient vraiment une vraie solution pour nous. Et du coup, ça nous a permis de la mettre en place. Et c'est maintenant aussi l'infrastructure qu'on utilise au quotidien à la FEV. Merci. Alors, le socle était posé. Et Alain, si j'ai bien compris, c'est là que vous avez pris le relais pour accompagner la FEV sur la suite de sa roadmap digitale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Absolument, c'est à partir de là que je suis intervenu. Alors tout d'abord, merci à Benoît et Hubert pour le travail accompli sur la construction du socle. C'est le socle qui aujourd'hui va permettre à la FEV de se projeter sur son devenir digital. Et ce devenir, on va le formaliser autour de la construction d'une roadmap, et c'est là-dessus que j'interviens pour accompagner l'équipe. Alors cette roadmap digitale, elle va se structurer autour de 3 grands domaines. D'abord l'interne, on a évoqué la nécessité d'accompagner l'évolution de la structure pour une montée à l'échelle. Donc le sujet interne va être clé avec des sujets de simplification et de performance à la fois sur la partie front office et sur le back office. L'idée étant d'accompagner réellement le développement de la structure. Un autre point majeur est bien entendu l'axe autour des bénéficiaires, avec un développement très très fort des nouveaux usages, et notamment avec la notion de mentorat à distance, donc pour laquelle il faut qu'on prépare le devenir. Et puis un dernier axe de travail qui est, et là notamment nous Devoteam, on est bien placés parce qu'on fait partie des partenaires de la FEV, donc le dernier axe concerne les relations avec l'externe, et notamment toute la partie partenariat. Et donc l'idée, c'est que pour chacun de ces domaines, on puisse définir un ensemble d'enjeux, de forces et d'axes de progrès. Donc ça, c'est le contenu du travail sur lequel on est engagé maintenant depuis le début de l'année. Dès le début de ce travail, la FEV la direction de la FEV a pris une décision qui était de mettre en place une démarche collaborative, qui est un choix fort, et avec du coup la mobilisation d'une équipe transverse qui est représentative de la quasi-totalité des métiers de la FEV. Et cette équipe a pour mission de définir et prioriser les orientations de cette roadmap digitale. On parle beaucoup de priorisation parce que c'est clairement un enjeu clé que d'arriver en fait à tenir compte des réelles capacités de transformation pour faire en sorte que cette roadmap soit la plus réaliste possible et que sa mise en œuvre soit un vrai succès. Et mon apport, en fait, il consiste à accompagner Benoît dans l'animation de cette équipe en apportant des éléments de méthode, mais également des éléments d'inspiration qui proviennent des retours d'expérience qu'on peut avoir de nos différents travaux auprès de nos autres clients. Et durant cette année, on aura été très actifs sur ce sujet, puisque c'est déjà 4 ateliers d'une demi-journée à une journée qui ont été menés avec beaucoup de travaux intermédiaires qui ont mobilisé toute l'équipe. Et tout ça fait qu'on sera au rendez-vous en fin d'année pour partager les résultats de ces travaux. Et d'ailleurs, Benoît, quelle a été la partie la plus complexe à mettre en œuvre quand on voit tous ces projets qui ont été menés en parallèle? Effectivement, je pense qu'en fait la plus grande difficulté auquel j'ai été confronté, c'est plutôt toute la partie accompagnement au changement sur l'utilisation en fait de Google Workspace, parce que ça a été un vrai changement pour tous les salariés d'utiliser une solution en ligne avec toute la partie collaboration, et ça changeait toutes les habitudes. Donc au final, la partie mise en place technique, elle a été longue, parce que c'est vrai qu'on a toute la construction qu'on a faite avec Hubert, ça a demandé quand même pas mal de temps, mais on l'a réalisé finalement sans trop de difficultés. Et derrière, par contre, toute la partie accompagnement des salariés à son utilisation, même si on était en marche forcée avec le Covid, ça a quand même demandé beaucoup d'investissement de temps. Je pense notamment à la partie animation de formation, parce qu'il a fallu du coup former 280 salariés avec une vingtaine de sessions de formation, donc une grosse partie en présentiel, mais après pendant la période de Covid, du coup en distanciel. Donc c'était quand même un vrai challenge. Et aussi toute la partie gestion du support, accompagnement sur le sujet. Donc je pense que c'est vraiment cet accompagnement au changement qui m'a plus mobilisé pour ces différents chantiers.
Et Alain Hubert, vous avez effectué ces missions en mécénat de compétences. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Peut-être Hubert, pour commencer? Pas de souci. Alors moi, il y a 3 choses qui m'ont marqué. La première, c'est que à la FEB, j'ai rencontré un environnement qui était quasi exclusivement féminin. J'avais jamais vécu la parité dans l'autre sens et j'étais déjà convaincu avant que c'était nécessaire. Et donc là, je l'ai expérimenté et ça n'a fait que renforcer mes convictions. Le deuxième, c'était vis-à-vis des locaux, la façon de vivre de la FEV, où tout est réfléchi de façon frugale, fonctionnelle, c'est clair, mais frugale en plus. Et par exemple, la première fois que j'ai eu une réunion, la table était en bois de récupération. C'était exactement ce dont on avait besoin, c'était simple et efficace. Donc voilà, donc ça donnait vraiment l'état d'esprit de l'association. Et le troisième, c'était le sens qu'on pouvait donner à la mission. Alors, en tant que consultant des missions, j'en ai fait dans tous les sens. Mais là, c'était la première fois que j'ai compris que l'objectif de ma mission, c'était de donner à des enfants la perspective et des moyens de se développer. Et ça change quand même globalement tout. Moyennant quoi, se motiver pour travailler pour la FEF, c'est assez facile. Alain? Je confirme, c'est très facile et très agréable. Clairement, pour moi, le travail avec la FEV, et je l'ai déjà partagé de nombreuses fois avec l'équipe, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Hein. C'est clair que les notions de sens dans le travail d'utilité prennent toute leur dimension quand on a la chance d'accompagner cette équipe. Et au-delà de ça, moi j'ai été marqué par la facilité justement de cette équipe à penser collectif, puisque je le rappelais tout à l'heure, on est dans une démarche de co-construction et là c'est très facile pour cette équipe de travailler véritablement ensemble pour faire ressortir les sujets d'intérêt prioritaire. Et je suppose qu'au-delà des personnalités, cette facilité est également due à la nature même de la mission de la FEV. Et là, pour le coup, c'est un vrai enseignement, je pense, pour toute organisation ou toute entreprise. En tout cas, merci à tous les deux pour votre engagement également. On arrive bientôt à la fin de notre live, mais avant, je vais poser quand même une dernière question à Benoît. Quel conseil vous donneriez à des associations qui voudraient se lancer dans le digital, mais qui ne savent pas trop comment faire? Eh bien, je dirais déjà que le digital, en fait, c'est vraiment une belle opportunité pour démultiplier l'impact des associations. Et c'est un sujet, en fait, malheureusement, souvent trop mis de côté, soit faute de compétences en interne, de ressources humaines et aussi financières à y consacrer. Et pour moi, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, les associations ne doivent pas passer à côté du digital pour passer à l'échelle sur ces actions. Et en plus, de nos jours, c'est possible de se faire accompagner par des expertises externes, comme ce que nous avons pu avoir en fait avec Devoteam. Donc moi, en fait, mon conseil, ce serait de ne pas avoir peur de la transformation digitale. C'est un sujet très intéressant et qu'il faut l'utiliser comme un vrai vecteur de développement de ces actions. Merci beaucoup encore à tous les trois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous espérons qu'aujourd'hui, vous y voyez un petit peu plus clair sur comment est-ce que la tech peut vous accompagner justement pour mieux servir vos bénéficiaires. Et puis, on se retrouvera dans quelques temps pour un prochain retour d'expérience d'une autre association. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Merci. Merci.